J'adore ces paysages, ces rudes et abruptes falaises au bord desquelles viennent se lever amoureusement les vagues de l'océan, de leur union naissant ces sublimes écumes blanches. Je les ai toujours aimés. D'aussi loin que je me souvienne, le petit garçon que j'étais contemplait les merveilles du monde au travers de ces ondes marines. J'avais l'habitude de m'asseoir en tailleur sur la plage, de fixer l'horizon et de laisser vagabonder mon imagination fertile. Je rêvais d'autres mondes, d'autres planètes baignées par les océans, leur ciel occulté par d'immenses volutes de nuages cotonneux d'un blanc immaculé, d'autres peuples aux coutumes étranges et pourtant si familières, d'autres savoirs et pouvoirs que les nôtres. Depuis des temps immémoriaux, ma famille, native de Thaïs, 5e planète orbitant autour de l'étoile double Archide dans la galaxie de Cassiopée, détient la lourde charge de mage impérial. Nos connaissances zénodons sont les plus avancées de notre peuple et nous devons sans cesse subvenir aux besoins de notre caste et à ceux des habitants de notre planète. Dès ma naissance, je fus conditionné à assumer cette charge, entraîné aux arts parallèles et à la contemplation et à la préservation des œuvres du grand architecte. Combien de fois j'ai été testé par mes précepteurs? Épreuves de matérialisation, de projection de mon esprit à travers le temps et l'espace, combat sur le plan matériel et dans les terres, avec certains élémentaux féroces, rien ne m'aura été épargné. Car tout à chacun, même de haut lignage, ne peut accéder à la connaissance des choses cachées. Il faut savoir s'en montrer digne. Entre deux leçons, j'aimais déambuler parmi les allées des archives impériales, dont ma tante avait la responsabilité, dévorant tous les ouvrages interdits traitant de magie, de science et de religion. Il m'a même fallu apprendre d'autres langues pour pouvoir les déchiffrer, et cela n'a pas été sans peine. C'est ainsi que j'ai pris conscience de l'immensité des univers interconnectés et de la petitesse de mon être propre. Plus le temps passait, plus la pression que l'on exerçait sur moi se renforçait, et plus il me tardait d'atteindre ma majorité pour pouvoir quitter ce monde qui m'oppressait et explorer les vastes étendues des espaces interstellaires par-delà le mur galactique. Ainsi, à chaque erreur, à chaque déconvenue, je venais ici sur cette plage, me réfugier. Bercé par le ressac des vagues, mon esprit vagabondant entre deux mondes, un jour je me suis endormi et c'est là qu'elle m'est apparue. Qu'elle était belle, mystérieuse et pourtant si familière. J'avais l'impression de la connaître depuis toujours. Je ressentais une si profonde connexion que j'avais l'impression que mes pensées et les siennes ne faisaient qu'un. Tout mon être vibrait en sa présence, si rayonnante de lumière et de gloire. Mais où était-elle? À quelle époque? Dans quel monde? Dans quelle galaxie vivait-elle? Le ciel de son univers portait fièrement plusieurs lunes, et les vagues d'un océan calme faisaient onduler sa frêle silhouette. Je n'avais jamais vu pareil environnement, et j'étais bien incapable de la localiser, à mon infinie déception. Les années passèrent, la charge devint de plus en plus pesante, et son image de plus en plus présente à mon esprit. Lorsque j'atteignis ma majorité, je fus autorisé à partir en voyage d'études sur Ganymède, aux confins de notre système solaire. Autant Thaïs était un monde dédié au spirituel, autant Ganymède était orienté vers la science et les technologies. J'étais ravi de pouvoir m'extirper pour un moment de mes obligations et d'étudier avec leurs meilleurs scientifiques. À mon arrivée, je trouvais des paysages très différents de ceux que je connaissais. Des villes gigantesques, des véhicules évoluant dans un ciel chargé, des foules immenses se déplaçant dans de longues arcades en un ordre si parfait qu'on aurait dit qu'elles étaient synchronisées entre elles. Et de fait, elles l'étaient. Les Ganymédiens étaient tous connectés à une intelligence centrale qui leur dispensait informations et directives et surveillait leurs moindres dérives corporelles et spirituelles. Point de liberté individuelle sur Ganymède, mais une conscience collective qui agissait de concert à l'essor de la collectivité. Mes précepteurs furent sévères avec moi, encore plus que sur Thaïs, me considérant comme un sous-être, car je refusais que l'on m'implante le dispositif me connectant au grand tout, à l'intelligence centrale de la planète. Plus le temps passait, plus mon désespoir et mon asservissement grandissaient à mesure que mes illusions disparaissaient et que le souvenir de son visage s'étiolait. Au décours d'un échange avec le recteur de l'académie à laquelle j'étais affecté, je compris que les miens avaient conclu un pacte avec ceux de Ganymède. Ils souhaitaient expérimenter sur mon être la fusion entre un développement spirituel à son apogée, contrôlé par une intelligence centrale, ne laissant que peu de place aux désirs et aspirations personnelles. Une fusion des civilisations et des destinées en quelque sorte. Lorsque je pris conscience que l'univers dans lequel l'on m'avait envoyé était encore plus coercitif que le mien, un immense désespoir m'envahit, mais le sentiment de révolte qui m'habita fut le plus fort, et dès lors je cherchai un moyen de m'extirper de cet environnement hostile et oppressant.
Au hasard de certaines rencontres, je fis la connaissance de Xarat, un scientifique ayant travaillé sur un portail spatio-temporel pour les besoins de la collectivité du Grand Tout. Xarat n'était pas comme les autres Galimédins, son implant étant quelque peu défectueux. Rapidement nous sympathisâmes et je lui fis part de mon désir d'évasion. À la faveur d'une conjonction astrale millénaire, Xarat décida de m'aider à m'extirper de son monde. Il me conduisit dans son laboratoire afin que je puisse franchir le seuil du temps et de l'espace au travers d'un colossal portail intergalactique. Ainsi, équipé de ma combinaison spatio-temporelle, je franchis les limites de cet univers froid et sans âme, sans aucun regret. Une immense sphère d'un noir absolu entourée d'une spirale de flammes ondoyantes m'apparut alors, et tandis qu'une puissance incommensurable m'attirait à elle, je me sentis mon être entier se désintégrer, fragment par fragment. Je vis en premier mes membres se déformer et s'allonger à l'infini, et je sentis mon esprit se morceler et se disperser dans toutes les directions de l'espace et du temps. Un court instant, j'eus l'impression d'être intimement connecté au grand architecte, de tout savoir et de tout ressentir simultanément. J'étais tout à la fois Azarion de Thaïs, ma planète natale, et Multitude. Hurule du continent d'entre les océans, Soptek d'Héliopolis, Blanche d'Autun, Caterina de Prague et Saül Racket de Londres. Cette impression fugace laissa place à une oblitération totale de mon existence lorsque le noir absolu m'envahit. Des lignes de lumière éblouissantes parcouraient l'espace parallèle en une spirale sans fin pour finir par se focaliser sur une mégastructure torique à travers laquelle j'entrevis la destination finale de mon hallucinante traversée. J'avais depuis peu réintégré mes esprits et les illusions visuelles de mon corps déformé à travers le portail venaient de s'estomper. Je pouvais clairement distinguer désormais une planète rocheuse me faisant face et qui me semblait à cet instant précis particulièrement inhospitalière. D'immenses galaxies spirales, des nébuleuses et quelques planètes solitaires complétaient ce panorama exceptionnel. Quelle traversée cosmique! J'étais passé d'un état de sous-être dans un monde hautement connecté et contrôlé par une intelligence artificielle centrale à celui d'explorateur spatial errant dans la solitude glacée d'un vide sidéral ahurissant. Ma traversée de l'espace-temps ne devait pas s'arrêter là, il me semble. En effet, approchant de la mégastructure, j'entrevis d'immenses vaisseaux spatiaux stationnés et orbitant à proximité, vers lesquels ma combinaison spatiale me projetait à une vitesse progressivement décroissante. De vifs tourbillons de lumière semblaient se plier autour de vaisseaux déformant l'espace-temps pour se propulser à une vitesse supraluminique. Et je compris alors que ma traversée cosmique devait s'achever à bord d'un de ces navires. Effectivement, alors que j'approchais d'un spatioport à la multitude de caissons transparents émettant une pâle lumière bleutée, ma folle course se figea dans une de ces docking stations pour combinaison spatiale. Des milliers d'autres voyageurs de l'espace étaient à mes côtés. Après un certain temps, que je n'étais alors pas en mesure de quantifier, et tandis que d'autres combinaisons regagnaient leurs caissons, les lumières des étoiles changèrent soudain de forme et de couleur, l'espace et le temps se plièrent en un tunnel bleuté et rougeoyant, et notre voyage à travers l'univers débuta. Cap sur un nouveau monde inconnu. Une nouvelle fois, je perdis connaissance. Des éons semblèrent s'être passés depuis notre départ du portail galactique. Alors que je m'éveillais peu à peu, le caisson qui m'abritait s'ouvrit et ma combinaison se détacha pour me propulser à travers l'espace vers une nouvelle planète. La traversée atmosphérique fut singulièrement éprouvante. Ce monde de roches, de glace et de gaz carbonique était cependant d'une beauté époustouflante. Je décélérais et atterris bientôt au sein d'une vallée entre les montagnes enneigées. Un ciel d'un noir profond, tacheté d'étoiles scintillantes, hébergeait ce qui semblait être une lune bleutée dont la lumière éclairait faiblement le paysage environnant, tandis que les énormes structures rocheuses rugissaient dans le silence absolu d'éclairs de feu et de lumière. Je retrouvai d'autres compagnons de voyage sur le chemin rocailleux que j'entrepris, et nous parcourûmes de vastes étendues glacées avant que de n'arriver à la première structure organisée, la ville de Kandate. Cette planète était, à n'en point douter, particulièrement hostile à nos formes de vie, mais très développée. Kandate était splendide. Des structures mégalithiques ressemblant à de gigantesques gratte-ciel, des spatioports avec de nombreux vaisseaux atterrissant ou décollant en une danse enivrante tout autour de nous, un sol de glace reflétant les pâles lumières du ciel, telle était la première vision de cette cité que nous eûmes. Mais cette cité semblait également avoir subi les affres de la destruction. Beaucoup de structures en ruine sur Kandate. Ça et là, des flammes de plasma consumaient les monuments, le sol était jonché de roches et de débris, et l'on se sentait clairement en danger si l'on devait s'aventurer à rester trop longtemps dans ce monde inhospitalier.
Je compris dès mon arrivée que cette cité ne serait pas ma destination ultime, mais une étape dans mon voyage à travers l'espace et le temps. Alors que nous progressions au sein de la ville, nous rencontrâmes plusieurs formes de vie à l'apparence très différente de la nôtre. Monstrueuses, gigantesques et surtout très agressives envers nous. Tandis que ces créatures s'approchaient de nous, nous hâtâmes le pas et nous mîmes à courir pour échapper à un destin funeste. C'est ainsi que je perdis mes compagnons de route et que mon errance au sein de cette cité hostile débuta. Au hasard, je déambulais entre les constructions et les routes glacées, tentant de me repérer, cherchant à me rapprocher d'un spatioport sans me faire remarquer. Alors que je m'apprêtais à pénétrer dans le spatioport, je vis une autre forme de vie, quelque peu différente de la première, en train de s'affairer, préparant des vaisseaux pour le grand saut à travers l'espace. Plus humanoïde, semblant moins agressif, vêtu d'une combinaison spatiale différente de la mienne, ils m'apparaissaient comme les maîtres de la planète, tandis que les créatures monstrueuses qui avaient provoqué notre dispersion devaient, à n'en point douter, en être les gardiens. Un d'entre eux me remarqua. Sa vision me figea. J'aurais dû me mettre à courir pour m'échapper, mais je n'en fus pas capable, j'étais paralysé par la peur. Il vint à ma rencontre et ne se montra pas hostile. Alors qu'il s'approchait de moi, je remarquai sa curieuse anatomie. Les lumières du ciel et des étoiles se reflétaient sur la visière du casque de sa combinaison, tandis que le balai des vaisseaux décollant vers les étoiles colorait le ciel d'un feu orangé. Il se mit à me transmettre des informations. Sans prononcer aucun mot, il me fit mentalement comprendre que je ne pouvais rester ici et que je devais poursuivre mon voyage. Il me guida vers l'entrée d'un bâtiment s'enfonçant profondément sous la surface gelée de la planète et m'enjoignit de m'y engager. Je n'eus d'autre choix que de m'exécuter. Alors que je déambulais dans les corridors sombres, je remarquai au loin une étrange lueur tout à la fois bleutée et orangée. Je hâtai le pas et entrai dans une salle aux dimensions cyclopéennes dont les murs étaient ornés d'une multitude de fresques. Poussé par la curiosité, je me mis à vouloir déchiffrer une de ces fresques. On y voyait d'étranges créatures traversant l'espace pour s'installer sur une planète faite de roches et d'eau afin d'en extraire les minerais, tandis que d'autres remodélaient le paysage planétaire par terraformation pour le rendre propice à une colonisation, alors que d'autres encore créaient des formes de vie différentes, instruments d'accomplissement de leurs œuvres. L'aspect de ces formes de vie créées me stupéfia. Ils étaient à mon image, à n'en point douter. Alors que je me retournais pour contempler les milliers d'autres fresques qu'il me restait à déchiffrer, je remarquai derrière moi une lueur qui se rapprochait à vive allure. C'était le mur de la salle qui se refermait sur moi, et mon espace vital s'amenuisait dangereusement. Je me mis à courir vers la lumière bleu-orange me faisant face, et échappai de peu à l'écrasement. Je pénétrai dans une salle dont la lumière colorée d'un bleu profond et d'éclairs laissait entrevoir deux structures toriques perpendiculaires. Un puits de plasma, coiffé d'un arceau ressemblant à un portail. M'approchant du puits, je vis d'intenses lumières virevolter en arc de cercle et une projection holographique me fit bientôt face. C'était une femme de mon espèce. Elle se tenait là devant moi, semblant m'avoir attendu depuis des lustres. Elle avait des traits familiers, brune aux yeux d'un bleu azur, ne portait pas de combinaison spatiale mais des vêtements que je n'avais jamais vus auparavant, d'un bleu électrique lumineux. Je sentis une connexion immédiate avec elle. J'étais en confiance et ma peur s'estompa. Je ne sais pas ce qui me prit, mais j'ôtai le casque de ma combinaison spatiale, et alors que réalisant mon erreur funeste, je m'apprêtais à succomber au manque d'atmosphère respirable, je m'aperçus que cette pièce dont les murs avaient été scellés par les mouvements de la paroi de la salle précédente abritait désormais une atmosphère compatible avec mes besoins physiologiques. Je pouvais respirer l'air environnant. L'image de la femme en bleu s'estompa, et sur les parois de la salle, une porte s'ouvrit. Derrière cette porte, une vaste garde-robe avec des vêtements sombres et étranges. Soudain, le puits de plasma et l'arceau le surplombant se mirent à tourner à une vitesse rapidement croissante et le plasma qu'il contenait fut transféré du puits vers l'arceau. Le puits s'enfonça dans le sol tandis qu'un chemin pavé de pierre apparaissait le refermant. Je compris que le portail vers un autre monde venait de s'activer et que pour pouvoir l'emprunter, j'allais devoir quitter ma combinaison spatiale et revêtir une tenue plus appropriée à mon voyage. Je choisis une longue cape noire que je revêtis et après avoir coiffé mon chef de sa capuche, pris la direction du portail, n'ayant de toute manière plus aucune possibilité de retour en arrière. Alors que je me rapprochais, je vis dans un balai de feu et de lumière les nouveaux mondes vers lesquels je me dirigeais. Une fois le portail franchi, je perdis encore une fois connaissance. Lorsque je m'éveillai, mon environnement avait radicalement changé. Je me trouvais au sein d'une large cavité rocheuse, humide, emplie d'arbres au feuillage pastel et faiblement éclairée par d'étranges photophores luminescents, dont les murs étaient ornés de fresques mettant en scène des créatures marines et des êtres gigantesques à la silhouette humanoïde parcourant les vastes étendues d'eau à bord de véhicules volants.
les arches de pierre du portail qui m'avaient permis de pénétrer en ce monde avaient perdu leur luminescence et le portail s'était maintenant refermé. Je me sentais quelque peu différent. Au fond de moi, je savais qui j'étais, Azarion, natif de Thaïs, mais j'avais accessible à mon entendement de nouvelles connaissances, de nouvelles informations sur le monde dans lequel je me trouvais désormais. J'étais également Hyrule, mage impérial de la cité-continent d'entre les océans, Atlantis. Ainsi, le savoir et les pouvoirs d'Azarion et ceux d'Hyrule circulaient dans mon être tout entier, et loin de subir un dédoublement de personnalité, j'avais réalisé la parfaite fusion de deux formes de vie distinctes au sein d'une seule et même entité. Je me sentais particulièrement revivifié par cette nouveauté singulière. Hyrule avait prié et réalisé des incantations devant le portail, appelant et espérant l'aide des forces supérieures, et son vœu avait été exaucé, en quelque sorte. Ce n'était pas un dieu qui se tenait devant Hyrule, mais bien moi-même qui m'étais incarné dans une de mes multiples existences par-delà le temps et l'espace. J'étais Hyrule, j'étais Azarion, j'étais multitude, tout à la fois. Je sus qu'il me fallait rapidement sortir de cette salle et aller m'entretenir avec l'empereur sur un sujet de la plus haute importance. Alors que je parcourais les rues de la cité, les souvenirs d'Hyrule rejaillirent dans mon esprit en fulgurance époustouflante. Atlantis était une cité somptueuse, une cité circulaire, dont l'autorité s'exerçait de manière centripète et totalitaire, les communs habitant en périphérie et l'élite impériale et sacerdotale au centre. De vastes systèmes de canaux reliaient les différentes parties de cette gigantesque cité et les moyens de communication et de déplacement étaient tout simplement prodigieux. De majestueux navires parcouraient les vastes étendues marines, tandis que de gracieux aéronefs traversaient le ciel en un silence parfait. Les ressources énergétiques de la cité provenaient d'un étrange cristal qui, préalablement traité et exposé à la lumière du soleil, dispensait une énergie colossale que l'on pouvait tout aussi bien utiliser pour chauffer et éclairer les bâtiments, déplacer, transformer et transmuter les matières, propulser les véhicules, mais également malheureusement comme arme de destruction sans nul autre pareil. Pas d'intelligence centralisée en Atlantis, mais un pouvoir absolu impérial, hérité de divins ancêtres venus des étoiles. Les empereurs d'Atlantis avaient le sang bleu. De fait, ils étaient des hybrides entre des créatures venues d'autres mondes et la population autochtone de la planète, créée artificiellement par ingénierie génétique, et en gardaient quelques marques et attributs, en particulier le taux élevé de cuivre dans leur sang, la marque de noblesse absolue, ainsi que de fabuleux pouvoirs sur la matière et sur les êtres. Les Atlantes priaient le taureau sacré et le dieu des fonds marins Gathol, entité primordiale également façonnée par les créateurs ancestraux. Ils avaient érigé un vaste système de pyramides toutes interconnectées, permettant de collecter et de dispenser l'énergie issue du cristal sacré, ainsi que l'énergie psychique des fidèles. Le système d'exercice du pouvoir était particulièrement sévère. En haut de l'échelle sociale, la caste dirigeante, l'empereur, l'héritier légitime de la lignée ancestrale des créateurs originels, au pouvoir absolu. L'impératrice, sa divine épouse, également descendante des créateurs, mais dont le sang mêlé ne lui permettait pas l'exercice du pouvoir. Enfin, le mage impérial, sélectionné parmi tous les êtres créés de génération en génération comme étant le plus apte à maîtriser la puissance du cristal sacré. Si les pouvoirs de l'empereur et de l'impératrice étaient sans équivalent, ceux du mage impérial avaient peu de choses à leur envier. Capable de maîtriser la puissance du cristal, il pouvait contrôler les éléments, distordre le temps et l'espace et se projeter mentalement vers d'autres mondes, se déplacer physiquement sur de grandes distances en un éclair et matérialiser à loisir tout ce qu'il désirait. J'étais Hyrule, le mage impérial, et je pouvais faire toutes ces choses-là. J'avais été contraint par l'empereur à déchaîner des torrents de flammes et des tsunamis dévastateurs sur nos ennemis les muins, pour solutionner définitivement le conflit qui nous opposait, à mon ineffable horreur, tuant ainsi des millions d'êtres innocents. Vaut-il mieux tenter de sauver ceux qui nous sont chers et faire périr une civilisation, ou résister à l'aveuglement sanguinaire d'un despote et par là même condamner les nôtres et la totalité de notre peuple ? Bien évidemment, cela n'eut pas l'effet escompté, et le conflit se durcit de manière irrévocable. La cruauté, l'avidité et la soif de conquête de l'empereur ne connaissaient aucune limite. Parcourant les rues de la cité, j'en observais les habitants. Ils semblaient abattus, l'on sentait dans chacun de leurs gestes le poids de l'autorité impériale qui les paralysait un peu plus chaque jour. La révolte grondait parmi les citoyens, et certains espéraient pouvoir un jour renverser le pouvoir central, notamment à la faveur d'alliances établies avec nos ennemis les muins. De nombreux espions et traîtres à l'empereur s'étaient établis à la cour impériale, et il fallait être très précautionneux dans les échanges que l'on pouvait avoir, même avec des personnes dites de confiance. Un consortium de conjurés m'avait même demandé audience, me suppliant de me rallier à leur cause, ce que j'avais refusé, estimant que la domination par une puissance étrangère n'était pas une solution de libération pour un peuple oppressé.
De plus, le leader ennemi n'était pas plus protecteur envers son peuple que notre propre empereur, aveuglé qu'il était par sa soif de puissance et de domination. Les Muins rêvaient de s'emparer de notre cristal sacré, source de notre puissance et de notre prospérité, et avaient depuis des millénaires cherché par tous les moyens à nous conquérir, fort heureusement sans succès. Mais mes projections mentales par-delà le voile du réel m'indiquaient une catastrophe imminente, qui prendrait forme en un conflit massif et total entre les peuples et se solderait par l'éradication de toutes les civilisations de la planète. J'avais demandé audience à l'empereur pour lui faire part de cette prédiction et me dirigeais donc vers le palais. Enfin arrivé, je pénétrai dans la salle du jugement où résidait l'empereur. L'empereur siégeait sur son trône de cristal et d'or, fier, hautain, sa condition et ses origines divines ayant façonné son caractère au cours des lustres passés à exercer un pouvoir absolu. Il n'écouta même pas ce que j'avais à lui dire, me demandant toujours plus de puissance pour détruire les villes, engloutir les navires de guerre, détruire les ressources de nos ennemis. Je ne pus lui faire entendre raison. Lui indiquant que son aveuglement conduirait inexorablement à notre perte, il me menaça directement et m'ordonna de lui obéir. Même s'il était l'empereur, il ne pouvait me détruire facilement, car je contrôlais par ma volonté, mon savoir et mes pouvoirs, toute la puissance de la cité. Mais il pouvait faire pression sur mon entourage et torturer et exécuter les miens, ainsi qu'il l'avait déjà fait lorsque j'avais tenté de lui résister. Mon épouse et mes enfants avaient payé de leur vie ma brève rébellion. Dépité, je quittai la salle du jugement et demandai une audience à l'impératrice pour qu'elle tente de raisonner son divin époux. Les appartements de l'impératrice jouxtaient la salle du jugement. Là, elle siégeait sur un trône de lapis-lazuli et d'or, auréolé de la gloire de ses divins ancêtres. Elle ne se souciait guère des préoccupations de son époux, préférant s'adonner à des jeux cruels et pervers envers la population. Combien de serviteurs avaient péri pour un simple oubli, un regard direct, ou pour avoir osé s'adresser à elle? Elle était redoutable et redoutée de tous. Elle adorait contempler la peur qu'elle inspirait à autrui, poussant les individus dans leur dernier retranchement, puis les châtiant sévèrement afin de se délecter de leur souffrance. Je n'avais que peu eu l'occasion de la côtoyer et ne lui avais jamais demandé audience, mais la situation imposait des mesures exceptionnelles et je devais lui faire comprendre l'imminence du péril à venir. Elle se montra totalement indifférente à la situation et à l'avenir qui se profilait pour tous les peuples de la planète, arguant de son essence divine et de sa quasi-immortalité. Elle m'ordonna de quitter le palais et de faire ce que l'empereur m'avait demandé. Lorsque je sortis du palais, j'étais désespéré et désemparé. Je partis me recueillir au sommet de la montagne sacrée, abritant la source du cristal sacré, et m'y enfermai. Mes projections m'indiquaient que l'apocalypse de notre monde était sur le point de débuter. J'évaluais les possibilités et les chances de succès d'un solutionnement définitif, assassinat du couple impérial ou destruction de la source du pouvoir atlante, le cristal sacré. Il n'était pas possible d'attenter à l'existence du couple impérial, leur nature quasi divine les préservant de toute attaque destructrice. Quant à la destruction du cristal, elle entraînerait la fin du conflit au prix de l'asservissement du peuple atlante par les Muins et placerait ainsi un autre tyran au pouvoir. Aucune de ces solutions ne me paraissait pertinente. Il fallait agir, et vite. Alors que je me focalisais sur les avenirs possibles, le bruit d'une vaste explosion secoua les murs de la caverne dans laquelle je m'étais réfugié. Je compris, trop tard, que l'empereur et l'impératrice avaient décidé de se passer de mes services et avaient initié l'Armageddon sur les Muins. L'impératrice était une mage astrale, aux pouvoirs colossaux, bien plus développés que ceux de l'empereur lui-même. L'empereur, bien au fait des penchants pervers de son épouse, l'avait facilement convaincu de sortir de son habituelle léthargie pour déchaîner toute sa fureur sur les peuples de l'autre continent, faisant d'elle l'instrument de destruction massive dont il avait besoin. Ayant, tout comme moi, la capacité de projeter son être là où elle le désirait, elle cibla les cités de Mu et déchaîna un océan de flammes qui détruisit tout sur son passage. La contre-attaque muenne ne se fit guère attendre, et ils envoyèrent des projectiles sur la cité, détruisant les infrastructures et décimant le peuple. Seule la montagne sacrée fut épargnée, car ils souhaitaient pouvoir récupérer la source du pouvoir, le cristal sacré. J'observais, ahuri, ce spectacle épouvantable. Au sein de la cité, les pertes étaient incommensurables. Hommes, femmes et enfants du peuple avaient péri. Certains de la caste dirigeante et quelques aristocrates trouvèrent refuge dans des abris souterrains, tandis que d'autres embarquaient sur leurs vaisseaux personnels vers un exil définitif. Après ce bref exode, de notre cité, de nos majestueux navires et aéronefs, de nos voies de communication et de nos pyramides de puissance, plus rien n'existait plus désormais. L'empereur prit la décision de contre-attaquer en utilisant son arme ultime, héritée de ses ancêtres créateurs ayant sommeil depuis des éons, le dieu Gatel. Gatel était une divinité monstrueuse qui dormait dans les profondeurs de l'océan entre les continents. Elle avait été façonnée par les anciens pour contrôler l'esprit des créatures conçues pour les servir, en canalisant leurs rêves et leurs cauchemars. Seul l'empereur avait le pouvoir d'invoquer Gatel, et il le fit. Une colossale et monstrueuse entité s'éveilla et survola l'océan, provoquant un raz-de-marée titanesque qui engloutit presque toute la planète en un éclair.
Puis il s'empara du couple impérial qui le contemplait, admiratif, enfin s'envola vers le ciel et disparut. Le monde post-apocalyptique qui s'offrait à mes yeux me figea d'effroi. Plus aucune trace de nos civilisations, plus d'Atlante, plus de Muin. L'eau recouvrait presque toute la planète. Ci et là, l'on pouvait encore apercevoir les cimes des anciennes montagnes atlantes, apparaissant telles de frêles récifs au sein d'un océan sans fin. Et il en était de même pour les cimes muennes. Focalisant mon esprit vers l'avenir, je sus que certains nobles et dirigeants avaient survécu et seraient les fondateurs de nouvelles civilisations à venir. Quelques-uns d'entre eux étaient des hybrides, le sang bleu devrait pouvoir perdurer encore quelque peu. Je n'avais pu éviter le cataclysme, je n'avais donc plus rien à faire en ce monde. Me dirigeant une ultime fois vers la salle du portail, j'invoquai la puissance du cristal et ouvris une brèche à travers l'espace et le temps, dans laquelle je m'engouffrais, me préparant à fusionner une fois encore avec un autre moi, quelque part, à une autre époque. L'eau du bassin de la cour du temple sur lequel je m'étais penché ondulait en cercle concentrique et me renvoyait une image déformée de mon visage. Un étrange sentiment m'habitait. Où étais-je ? Qui étais-je ? J'avais une vague impression de déjà-vu relative à cet environnement. Mon esprit vagabondait en regardant les ondes sinusoïdales formées par les cercles d'eau en mouvement. Ils prenaient la forme de vastes temples au sommet de montagnes entourées d'océans, de vaisseaux voyageant sur les flots et dans les airs, puis de flammes, d'éclairs, d'explosions, et d'un déluge titanesque engloutissant toute forme de vie. Vision effrayante de souvenirs obscurs qui surgissaient dans ma mémoire embrumée. Quelque chose me poussait à chercher plus loin dans mon esprit, mais une barrière mentale m'empêchait de voir autre chose que ces images. J'avais le sentiment de venir d'ailleurs, du plus profond du ciel nocturne, de ces luminaires qui constellent la voûte étoilée, mais je ne parvenais pas à focaliser mon attention pour tenter de clarifier cette impression. Puis les ondulations de l'eau du bassin s'aplanirent et une image se refléta plus clairement. Me dévisageant, je réintégrai mes esprits en une fraction de temps. J'étais Sobtek, prêtre du temple d'Horus, ainsi que dans mon être, le mage impérial Hurul, qui avait connu les affres de la destruction atlante, marquant d'une trace probablement indélébile mon esprit et mon cœur meurtri. Tout devenait clair à mes yeux, à présent. Sobtek avait une mission en ce monde, confiée par la plus haute autorité, la reine Sélénée, régente de tous les nomes d'Égypte. Il devait aller chercher le livre, un recueil de papyrus sacrés gardé au temple de Ré à Onu, également appelé Héliopolis par les Lagides, la dynastie des descendants de Ptolémée, pour pouvoir l'utiliser afin de consacrer le naos du temple d'Edfu, érigé relativement récemment comparativement aux monuments millénaires qu'étaient les pyramides du plateau de Gizeh. Le temple de Ré à Onu était une relique de l'ancien monde. Premier temple à vénérer Ré, Atum et Khépri, la triade solaire primordiale, il avait rayonné par le passé et façonné le royaume égyptien originel. Ces archives étaient également le lieu de préservation du savoir ancestral, et les néophytes venaient y subir les affres de l'initiation dans ces mortels couloirs obscurs. Point d'échec à l'issue de l'initiation. Soit l'impétrant surmontait les épreuves et subissait l'ascension du bas, l'éveil de la conscience, soit il échouait et périssait dans les limbes du chaos en éternel mouvement. La tâche qui était confiée à Sobtek, qui m'avait été confiée donc, était de la plus haute importance et très périlleuse, car les trésors de savoir qu'abritait le temple étaient convoités par de multiples factions hostiles, guerrières, initiatiques, sacerdotales et mercantiles. Je devais agir dans l'ombre, seul, sans me faire remarquer. Le temple se situait dans une oasis au sein d'une enceinte protégée par des tétraèdres occultant des yeux profanes la beauté sacrée qu'il contenait. Le Saint des Saints, le Naos, situé au centre de l'édifice, était surmonté d'une pyramide dont le faîte irisé rayonnait dans toutes les directions la lumière de Ré. Pour y pénétrer, 4 escaliers étaient protégés par 4 colossales têtes de gardiens, une orientée vers chaque point cardinal, tandis que le pyramidion pointait vers le zénith, dans la constellation de Cassiopée, et le nadir à la base de l'édifice, entouré de douves remplies d'eau et de sauriens voraces, s'enracinait dans le chaos primordial. L'on devait judicieusement choisir la porte d'entrée à emprunter pour accéder au Naos, et il fallait prendre en compte les paramètres saisonniers, les conjonctions astrales, mais également la nature même de sa propre volonté consciente pour y parvenir. Seul celui dont les intentions étaient limpides et dont l'esprit avait été illuminé par l'essence de Ré réussissait à ouvrir les portes scellées. Au sein du Naos, profondément installé dans un dédale de vastes galeries souterraines labyrinthiques, des rayonnages remplis de papyrus et d'objets divers s'étendaient à perte de vue. Une lumière blafarde d'un bleu pâle, émise par de curieux photophores incandescents, éclairait faiblement les différentes alcôves. L'on trouvait en ces papyrus tous les enseignements, mystères et rouleaux de pouvoir du monde passé et présent connus. Certains écrits en langue hiératique, en démotique, en grec, d'autres en cunéiforme, d'autres encore avec certains glyphes singuliers, que la conscience du Rul qui m'habitait reconnut comme d'origine atlante. Je sus immédiatement quelle galerie emprunter pour quérir le recueil que la reine Sélénée m'avait demandé de rapporter. Enveloppant le précieux ouvrage et le cachant dans les plis de ma longue robe de lin,
Je pus enfin quitter les lieux, mais je ne devais sous aucun prétexte exposer le recueil en un espace non consacré, faute de quoi les glyphes qu'il contenait s'effaceraient à tout jamais. Je ne pouvais donc le consulter avant d'avoir atteint ma destination finale, le temple d'Edfu. La reine Séléné, régente actuelle des Nomes, depuis que son époux pharaon avait péri au cours d'un combat sanglant contre l'ennemi, avait pour ambition de faire jaillir la lumière de Ré de l'œil unique d'Horus, de faire du temple d'Edfu la capitale mystique du pays tout entier. La reine Séléné était une monarque avisée, soucieuse du bien-être de ses sujets, d'une intelligence remarquable et particulièrement fine diplomate. Elle était adorée de son peuple, non seulement car elle était l'incarnation de l'essence divine de la déesse Isis en ce monde, mais aussi du fait de ses grandes qualités d'empathie et de conciliation. Une puissante aura se dégageait d'elle, et la conscience d'Urul sentait en elle les traces du sang bleu Atlante qu'il avait côtoyé ailleurs, en un autre temps. Elle cherchait par tous les moyens à accorder les différends entre les peuples et préférait une négociation ardue mais fructueuse à la furie guerrière dévastatrice et despotique. Son jeune fils, le futur pharaon, était éduqué avec grand soin aux arts et aux sciences, et elle veillait tout particulièrement à cultiver chez lui un esprit critique politique, le poussant à voir toujours au-delà de l'apparence trompeuse des intentions et manœuvres humaines. Évidemment, Séléné était jalousée, haïe par ses détracteurs et opposants, qui conspiraient et intriguaient à sa perte. Mais forte d'un système sacerdotal soudé et rallié à sa cause, et d'une force armée loyale, elle régnait en maîtresse absolue et avisée sur toute l'Égypte. Séléné m'avait par le passé confié d'autres missions d'importance, notamment celle d'enrichir le pays et ses habitants sans devoir conquérir d'autres territoires ou exploiter les richesses enfouies des mines de cuivre et d'or au prix d'une meurtrière exploitation ouvrière. En tant que prêtre d'Horus, j'avais été initié à l'art de la transformation des énergies et des matières, et j'avais pu produire pour la reine pierres et métaux précieux tels que l'or et les émeraudes en quantité phénoménale, les gemmes étant revendues ou échangées par les marchands agréés de l'administration royale aux quatre coins du pays, l'or enrichissant les réserves du trésor royal. C'était au sein du temple d'Edfu que j'avais acquis ces connaissances, transmises de génération d'initiés en génération d'initiés au mystère de la matrice primordiale, et il m'en avait fortement coûté dans ma chair et dans mon être, avant que de ne pouvoir parfaitement maîtriser l'entièreté des processus opératifs et rituels. Ces processus étaient gravés sur les murs du laboratoire du temple, qui m'était alloué comme espace de création au service de la reine. En langage codé certes, mais accessible à tout initié maîtrisant les pouvoirs de la matrice. Le laboratoire était également le lieu de confection des parfums et onguents sacrés, dont les médecins et les prêtres se servaient pour guérir les diverses plaies qui ravageaient notre pays et ses habitants, de temps à autre. Entre autres, l'on y avait élaboré l'élixir du souvenir, utilisé pour faire ressurgir d'anciennes connaissances occultées, l'élixir de projection permettant de projeter sa conscience par-delà le voile de l'espace et du temps, l'élixir de matérialisation qui, combiné à l'utilisation de la matrice, permettait de transmuter du sable en or, et enfin l'élixir de longue vie, qui permettait de prolonger l'existence bien au-delà de l'espérance de vie de la condition humaine habituelle. Avec certains autres prêtres triés sur le volet, j'étais chargé d'élaborer ces élixirs et de plier la matrice afin de matérialiser les volontés de ma souveraine. Le voyage de retour entre Onu et Edfu ne fut pas de tout repos. Il fallut que j'use de ruse pour ne pas me faire remarquer, me déguisant tantôt en mendiant, tantôt en marchand, pour pouvoir regagner l'enceinte sacrée de mon temple. Aussitôt arrivé, je me rendis dans le naos du temple afin de pouvoir consulter le recueil sacré et m'atteler à la consécration ultime du naos, de manière à pouvoir y ouvrir le portail d'entre les mondes et les époques, ainsi que me l'avait demandé ma souveraine. Je me mis au travail, invoquant les puissances cachées de la matrice, dissolvant les matières brutes et primitives, coagulant les énergies astrales, conjuguant les opposés afin de créer le bicéphale, l'être à double tête d'aigle, le puissant symbole qui matérialisait le portail en ce lieu. Alors que je m'apprêtais à prononcer l'incantation ultime, j'eus une vision terrifiante. Une armée étrangère était sur le point de nous envahir et de nous exterminer. Elle serait rapidement repoussée par l'armée de la reine, mais les soldats ennemis auraient eu le temps de s'emparer du bicéphale et du recueil sacré afin de les offrir à leur roi. Je pris conscience de l'ampleur du complot, les opposants de la reine conspirant avec les ennemis du trône afin de mettre au point une attaque fatale, annihilant le glorieux projet de Séléné, la consécration d'Horus dans la lumière d'Atum-Ré. Le roi guerrier à l'origine de ce complot n'était autre que celui qui avait oxy Pharaon, l'époux de Séléné, et il projetait une invasion et une extermination totale de notre peuple, de nos traditions et de notre culture. Il s'y était préparé depuis des décades, héritier d'une haine que ses ancêtres vouaient aux nôtres, et avait levé une armée colossale et redoutable pour nous anéantir. Bien que ne disposant pas de pouvoirs spécifiques, ni de ressources propres à leur donner un quelconque avantage militaire, ils étaient de farouches soldats, et leurs architectes inventeurs avaient développé des techniques d'attaque et des outils de destruction sans équivalent connu à ce jour, ce qui faisait d'eux de redoutables adversaires. Lorsque, m'extirpant de ma vision, je repris mes esprits, je courus prévenir le grand prêtre du temple de la menace imminente. Déjà au fait de cet assaut, il m'apprit que le gros de l'armée ennemie avait été stoppé à notre frontière, mais qu'un petit groupe de combattants avait réussi à échapper à la vindicte de nos soldats et se dirigeait tout droit vers le temple.
Je compris qu'il était de mon devoir de mettre en lieu sûr le recueil sacré et le bicéphale afin qu'ils ne puissent jamais s'en emparer. Alors que les soldats ennemis venaient de forcer l'entrée principale du temple et pénétraient désormais dans son enceinte, suivis de très près par nos soldats royaux lancés à leur poursuite, je parvins à m'enfuir à travers les dédales des colonnes du temple et des ruelles de la citadelle, cherchant à me mettre hors de portée de leurs lances et leurs cimeterres. Un char à disposition me servit de moyen de transport et me permit de filer à vive allure vers le naos d'Héliopolis, que moi seul pouvais pénétrer afin d'y cacher les 2 artefacts sacrés. Après une longue route semée d'embûches, lorsque je parvins au naos, je remis d'abord en place le recueil sacré et scellai au fond d'un puits le bicéphale. Au détour des galeries, je remarquai alors une porte occultée par une stèle gravée de glyphes atlantes. Je sus au fond de mon être que cette porte cachait un autre portail qui me permettrait une nouvelle fois de franchir les espaces entre les mondes et les époques pour me transporter vers une autre version de moi-même. Mon esprit m'enjoignait de me vêtir de manière appropriée à la traversée. En filant une panoplie laissée là à disposition par un illustre prédécesseur inconnu, je camouflai mon visage sous quelques fards blanchissants, mais omis de revêtir mon chef de la coiffe protectrice accompagnant la tenue de passage. Alors que je refermais sur moi le portail, je sentis une puissante vague perturber mon esprit, et tandis que j'étais désorienté, je compris trop tard la nécessité d'une protection adéquate de mon chef. Ma conscience se dissolut une fois de plus, emportant les mémoires et les souvenirs de mes êtres antérieurs. Je sus dès lors que d'Hyrule, que de Soptech, il ne resterait bientôt plus aucune trace. Debout devant les flammes de l'Athanor, je m'éveillai l'esprit hagard, rassemblant les maigres souvenirs du rêve étrange que je venais de faire. Parcourant les étendues arides et désertiques séparant 2 sites sacrés, réceptacles de la lumière divine, me semblant pourtant étrangement si familiers, j'avais réussi à m'extirper des tentatives d'assassinat qui avaient été perpétrées à mon encontre. Je visualisais encore ces alcôves nichées au sein de galeries gigantesques dans lesquelles des objets rituels étaient méticuleusement rangés, mais je ne parvenais pas à focaliser mon attention plus précisément, de manière à pouvoir localiser le lieu de leur séquestre. À peine un recueil de parchemins, un objet à l'apparence de rapace bicéphale entreaperçu, et ma vision se brouillait irrémédiablement. Je restai un moment à contempler les flammes du foyer, ne sachant plus qui j'étais en vérité, et ce que je faisais en ce lieu. Soudain, une fulgurance éclaircit mon esprit. J'étais Blanche d'Autun, fille illégitime du duc Robert de Bourgogne, exilée en ce lieu, la commanderie templière de Beaune, depuis maintenant plusieurs années. Les alliés de mon illustre géniteur avaient conspiré et m'avaient fait chasser de la cour du duché alors que je n'étais qu'une enfant. Mon frère Grégoire, ma seule famille aimant en ce monde hostile, m'avait prise sous sa protection, alors qu'il venait tout juste d'être adoubé chevalier du Temple. J'ai ainsi passé ces quelques années cachées des regards hostiles dans l'ombre des commanderies templières. Nous avons maintes fois dû parcourir la lande afin d'échapper à ceux qui souhaitaient me voir périr, de la volonté même de mon illustre géniteur, car je constituais à ses yeux une menace potentielle sur l'héritage de sa noble lignée. Les penchants belliqueux de Robert le conduisaient à guerroyer dans des contrées lointaines, pillant, détruisant, violant et massacrant tout sur son passage. Et lorsqu'il rentrait en son fief, sa fureur ne pouvait trouver de repos qu'en torturant, tourmentant et anéantissant de ses mains tout être lui étant inférieur. Combien de pages, combien de serviteurs furent toxis par ses foudres? Combien de servantes, combien de dames de compagnie furent souillées irrémédiablement par ses assauts répétés, dégradants et dépravés? Nous nous sommes fixés ici, en cette commanderie, grâce à la complicité du grand maître du temple, Jacques de Molay, en qui Robert voyait un adversaire farouche et opiniâtre. Le grand maître se prit d'affection pour moi, et me permit d'accéder à une éducation en adéquation avec ma noble condition. Dans les archives du temple, j'étudiais les sciences, les arts, le dogme, et m'accoutumais à déchiffrer d'antiques parchemins constellés d'inscriptions abscondes. Je parvins facilement et rapidement à les apprivoiser, et pus accéder à un savoir occulté du sens commun. Je me rappelle adorer me dissimuler derrière les grilles entre les colonnes lors des rituels sacrés, espionnant et appréhendant tant de choses interdites, tant de choses que ma condition de dame, si noble soit-elle, n'aurait pu entreapercevoir autrement. J'assistais ainsi aux adoubements et aux cérémonies officielles, mais également aux rites supérieurs spécialement effectués afin d'apporter prospérité et victoire aux chevaliers de l'ordre. Les années passèrent, et je développai des dons certains pour la clairvoyance, la clairaudience, la maîtrise de l'énergie divine et de sa projection en la vile matière à des fins de transmutation des corps et des essences. La puissance de mes pouvoirs grandissait chaque jour, et il fut de plus en plus difficile au maître de l'ordre de me contraindre de garder secrète mon existence et mes pouvoirs. Plus que tout, j'aspirais à aider ceux qui m'avaient recueilli, choyé et éduqué. Je mettais ainsi en pratique mes dons et mes savoirs pour procurer aux entreprises de l'ordre succès et gloire. Alors que j'atteignis ma majorité, le grand maître me nomma,
officieusement, gardienne des secrets de l'ordre. Du fait de mon unique don de focalisation de l'énergie divine, j'étais capable de projeter des éclairs de feu et de lumière sur quiconque tentait de franchir les portes scellées du temple. J'accueillais les néophytes, les préparais et les guidais à travers les dédales de la commanderie vers leur future initiation. Devant séparer le bon grain de l'ivraie lors d'un interrogatoire préliminaire, il m'arrivait de temps à autre de reconduire un égaré à la porte, ou bien de sévèrement châtier un outrecuidant usurpateur. En effet, nombreux étaient ceux de condition noble ou roturière à envier les richesses et la puissance du temple, à commencer par mon géniteur Robert, et le bon roi de France Philippe IV le Bel. L'on avait ouï dire que Philippe fomentait une traîtrise pour s'emparer des richesses de l'ordre, et je pressentais que mon géniteur allait concourir à ce qui pouvait être l'extinction de notre organisation. Philippe s'était beaucoup endetté auprès des Templiers. Ne souhaitant tout simplement pas honorer ses emprunts, il craignait que les Templiers ne deviennent plus puissants que lui. C'est pourquoi je prenais très à cœur la tâche qui m'avait été confiée, et excellais dans le débusquement d'espions et autres malfaisants convoitant les secrets de l'ordre. Nous étions en octobre 1307, plus précisément au matin du jeudi 12 octobre, et j'attendais avec impatience le retour de mon frère Grégoire. Grégoire était un noble chevalier, pur et audacieux, toujours prompt à défendre la veuve et l'orphelin. Il s'était illustré par ses hauts faits au cours de glorieuses épopées qui étaient narrées par les ménestrels du duché de Bourgogne, faisant de lui une légende vivante. Lassé des chevauchées et des conquêtes, Grégoire avait éprouvé le besoin de développer sa spiritualité au service de la collectivité. Il avait d'abord songé à entrer dans les ordres, mais sa nature profonde impétueuse ne pouvait se résoudre à cette existence uniquement orientée vers la contemplation des œuvres divines. Il postula et intégra donc l'ordre des moines guerriers, et fut adoubé chevalier du Temple en mai de cette même année. Sa mission officielle était de sécuriser les routes marchandes du duché de Bourgogne, accompagnant les caravanes sur des sentiers emplis de malandrins et de coupe-gorge. Officieusement, on lui avait confié la quête de la pierre de sang, artefact mythique qui conférait à ceux qui la possédaient la faculté de pouvoir transmuter tous les vils métaux en or pur et de prolonger l'existence. Cette pierre était recherchée par nombre de factions diverses à travers le monde connu, en France, en Europe et par-delà les mers jusqu'en Égypte et à Jérusalem. C'est ce qui avait incité les chevaliers de la pierre à participer aux premières croisades. Depuis lors, tant d'années s'étaient écoulées sans que la pierre ne soit jamais découverte. Car la pierre, je le savais du fait de mes dons de clairvoyance, n'était pas un objet du monde physique, attendant que quelques chercheurs de vérité ne viennent la saisir, mais une grâce accordée par le divin à l'honnête labourant, une illumination de l'être, un concept immatériel de potentialité non réalisée, attendant que la main de maître de l'expérimentateur habile pour se matérialiser. La pierre se trouvait ainsi dans chaque grain de poussière, dans chaque rocher gisant au sol, dans chaque arc-en-ciel colorant un ciel pluvieux, dans chaque lueur d'une voûte céleste étoilée. Notre alchimiste Nicomède, obsédé par la quête de la pierre, avait également fait cette découverte d'envergure, et avait eu l'intuition d'une nouvelle voie de réalisation pour la matérialisation de la pierre. Il avait alors mandé Grégoire afin de quérir les divers sels, terre et eau dont il aurait besoin pour la grande coction. Ces substances étaient malheureusement fort rares, et dispersées aux quatre coins du duché, la quête devrait prendre quelque temps avant que de ne pouvoir se concrétiser. Grégoire était parti depuis maintenant 3 mois, 3 longs mois au cours desquels son absence avait cruellement marqué mon cœur et mon âme. Certes, Grégoire était mon frère, et je lui vouais une admiration sans borne, mais il était également à mes yeux mon tout, celui qui m'avait recueilli, qui m'avait aimé, éduqué, protégé, et fait grandir. Partageant aspirations communes, sens de l'humour et conception de l'existence et du devoir, Grégoire était de fait plus que mon frère. Il était une autre version de moi-même, mon double spirituel. Un double aimant et protecteur. Tous les chevaliers de la pierre attendaient avec impatience le retour de Grégoire, et il devait enfin rentrer ce soir. Nous avions préparé une cérémonie et un banquet en son honneur, nous affairant, ici en la chapelle de la commanderie pour mettre une ultime retouche au mobilier rituel, là en la salle du banquet pour disposer le mobilier et les mets de la plus subtile et gracieuse des manières. Pour ma part, j'étais fébrile à l'idée de le retrouver. Une si longue absence m'avait été presque insupportable, et j'avais dû utiliser au mieux mes dons pour savoir chaque jour s'il était en bonne santé, où il se trouvait et ce qu'il y faisait. Les autres chevaliers m'avaient même surnommé la mage blanche tant je leur paraissais étrange lors de mes séances de concentration mentale, à la recherche de la présence et des activités de mon frère. Enfin Grégoire arriva et lorsqu'il pénétra au sein de la commanderie, son air soucieux attisa mon inquiétude et ma perplexité. Pourquoi était-il ainsi ? Qu'avait-il découvert lors de cette quête ?
Rentrait-il sans avoir pu recueillir les précieux composants de la future coction? Mon intuition ne m'était alors d'aucune utilité. Il demanda audience au grand maître, et à l'issue de son entrevue vint me trouver aux portes du sanctuaire dont j'avais la garde. Je l'interrogeai alors sur son attitude étrange et leurs raisons. Il m'apprit que s'il avait bien pu rapporter à Nicomède l'ensemble des composants de la coction, ses voyages et les bivouacs qu'il avait effectués aux confins des autres domaines du duché lui avaient appris qu'une menace irrépressible allait bientôt s'abattre sur notre ordre. Le roi avait ordonné l'arrestation de main des potrons-minets de tous les chevaliers du temple, la confiscation de leurs biens et leur soumission à la question des inquisiteurs. Je devais me préparer au pire, et rassembler mes effets afin de pouvoir fuir le plus rapidement possible si ces menaces venaient à être mises à exécution. Avant que de pouvoir partir, je devais aider Nicomède à réaliser la grande coction. Il allait avoir besoin de mes dons de clairvoyance et de canalisation de l'énergie pour donner corps et vie à l'être double, essence primordiale et âme de la pierre de sang. Pour sa part, mon frère veillerait à notre sécurité, le temps nécessaire à la réalisation de ce grand œuvre, en montant la garde devant l'entrée de notre labor oratoire. Nous passâmes la nuit à nous affairer au-dessus des alambics, Athanor et creusets de tous ordres. Ayant choisi d'œuvrer, du fait du peu de temps qui nous restait, en voie fulgurante, nous devions porter une attention particulière au dosage et à la manipulation des substances que nous employions, sous peine d'explosion intempestive. Des volutes de fumée rougeâtre s'exhalaient des couvercles des creusets tandis que nous entendions la matière première crier son agonie. Ayant extrait le corbeau en le séparant de ses vilainies, nous lui fîmes subir l'outrageuse agression léonesque de l'émeraude des sages, puis entamâmes l'ascension et la précipitation cyclo-continue des rapaces jusqu'à obtenir le poisson pilote qui guiderait nos pas pour la poursuite de l'œuvre. Alors que le poisson commençait à apparaître surnageant dans un océan en fusion, le creuset se brisa, et libéra un déluge de feu, de flammes et d'éclairs au sein de notre antre. Tout espoir de succès s'était désormais évanoui. Je sortis du repère de Nicomède dépité et abattu. Notre échec n'augurait rien de bon quant aux assauts que nous étions sur le point de subir. C'était l'aube. Les rayons d'un soleil naissant venaient illuminer d'un pâle rouge orangé le ciel nocturne, et à mesure qu'il croissait dans le ciel, une clameur se faisait de plus en plus présente à nos oreilles. Me préparant au combat à venir, je revêtis mon armure et me dirigeai d'un pas assuré vers l'entrée de la salle que je devais défendre, bien décidé à en découdre pour sauver notre ordre. Les soldats étaient là, devant l'entrée de la commanderie, menés par le bailli à notre seuil sur ordre du roi Philippe. Nous entendîmes les cris de rage des soldats, les effondrements de murs et de roches de notre enceinte, les suffocations et les gémissements de la première ligne de chevaliers à défendre le parvis. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la cour intérieure, la fureur de leurs pas les accompagnant faisait trembler les murs du bâtiment d'une lugubre tonalité. Leurs regards se fixèrent sur moi. Ils furent tout d'abord interloqués, puis décidèrent de se ruer dans ma direction. Grégoire me rejoignit et me tira par la main puis se mit à courir à vive allure afin d'esquiver leur attaque. Nous ne pûmes aller bien loin, car d'autres soldats arrivèrent nous faisant face en nous encerclant. Alors que je m'apprêtais à canaliser toute mon énergie pour leur propulser une décharge énergétique qui les aurait tous anéantis, une lance se figea dans le bras de Grégoire qui, déstabilisé, me lâcha la main. Il tomba au sol, et totalement décontenancé par ce que je venais de voir, je n'eus l'occasion de lancer mon attaque mortelle. D'autres soldats arrivèrent à notre niveau, et plantèrent leurs épées dans le flanc de Grégoire, qui succomba presque instantanément. Je ne pus contenir leur hargne. Ils m'entourèrent, me maîtrisèrent et me rouant de coups m'entraînèrent dans un recoin obscur de la cour intérieure. Ils avaient décidé de me châtier à hauteur de mes péchés. Une femme templière ne pouvait être qu'une suppôt de Satan, au service de la luxure d'un ordre dépravé et sodomite. Là, alors qu'ils se succédaient les uns me torturant, les autres souillant mon intimité de leurs semences, j'apercevais le bûcher qu'ils préparaient à mon intention. Lorsqu'ils furent rassasiés de leurs outrages, ils me menèrent au bûcher, me ligotèrent, et allumèrent un brasier qui devait bientôt me consumer tout entière. Tandis que les flammes rôtissaient ma chair et liquéfiaient mes yeux azur et ma chevelure blonde, un dernier sursaut d'énergie me permit de lancer un sort de projection de mon essence pour quitter ce monde et m'emporter, par-delà le voile du temps et de l'espace, vers une autre forme d'existence. Je me vis ainsi, tout en perdant connaissance, voué à tous les hommes de cette terre une haine farouche et absolue, les maudissant à jamais, me jurant de leur faire payer au centuple leur vile infamie. À tous les hommes, sauf peut-être à un seul. Qu'il faisait noir dans ce cabinet de réflexion. À peine pouvait-on apercevoir,
à la lumière d'une frêle chandelle surmontant un crâne humain, posé à même la table, le sablier, le pain, l'eau, le soufre, le sel et le mercure. La lumière vacillante éclairait l'image d'un coq représenté sur un des murs de ce cabinet étriqué, tandis que sur l'autre face était inscrit « Vitriol ». Perdu dans mes rêveries, mon attention focalisée sur la lueur ondoyante du luminaire incandescent, je voyais ce rêve éveillé à travers les flammes. Des chevaliers en armure, guidés par une femme, luttant pour la sauvegarde de quelque objet précieux, puis périssant, tous massacrés par les soldats d'un quelconque monarque. La silhouette, le visage, la posture de la femme me semblaient familiers. Je l'avais maintes fois aperçue dans les rêves récurrents que je faisais ces derniers temps. Réalisant subitement l'endroit où je me trouvais, et ce que moi, Katerina, était venue y faire, je me ressaisis aussitôt. J'étais venue à Prague en ce mois de mai 1787 afin d'y infiltrer, pour le compte de notre congrégation, l'éloge de ceux qui travaillent de midi à minuit entre les colonnes B et J. Notre congrégation était un ordre séculier de sorcières ayant voué culte à Hécate, et ayant juré de concourir à la perte de l'homme afin d'instaurer le chaos au-dessus de l'ordre. D'aussi loin que je me souvienne, je n'avais connu lors de mon enfance et ma jeunesse que les prérogatives de la congrégation. Jeune orpheline, issue d'une famille noble mais pauvre du royaume de Bohême, j'avais été recueillie par les sœurs écarlates, qui, dévouées à la cause de leur grande prêtresse Lilith dont l'âge et l'apparence défiaient les siècles qu'elle avait traversés, m'avaient confiée à son attention. Lilith haïssait l'ordre imposé par l'homme sur la nature. Plus que tout, elle haïssait les hommes en général, et toutes les institutions dont les femmes étaient exclues. Lilith possédait des pouvoirs colossaux. Elle avait la capacité de déplacer par la volonté tout être ou objet qu'elle visualisait, pouvait connaître les secrets cachés du passé et de l'avenir, savait contraindre certains démons des limbes à obéir à ses ordres, pouvait matérialiser ses désirs dans le monde physique ou dans l'éther, et prendre le contrôle de n'importe quel être en ce monde, qu'il soit animal, végétal ou minéral. Elle avait par le passé à Prague contribué à la création du golem, et en d'autres temps encore, avec le concours de fameux enchanteurs, instillé au cœur de la société pragoise l'essence de la magie noire. Lilith était d'une beauté envoûtante qui charmait quiconque la rencontrait, hommes, femmes et animaux. Sa chevelure de feu brillait d'une lumière flamboyante dans les ténèbres, et son regard profond d'un vert teinté de marron transperçait le cœur et l'âme de celui ou celle qui le croisait. Ses pouvoirs étaient à leur apogée lors des sabbats de nouvelle lune, et c'est lors de ces cérémonies qu'elle récoltait le prana des êtres qui lui avaient été offerts en sacrifice par ses fidèles. Lilith ne tolérait aucune contradiction, ne supportait aucune autre autorité si ce n'est la sienne. La condition sine qua non pour être intégrée à la congrégation était d'avoir le sceau du rubis de feu gravé en sa chair. À savoir être rousse, parfois certains hommes roux étaient tolérés en tant qu'esclaves personnels, avoir le tempérament impétueux et de grandes aptitudes à maîtriser les arts obscurs. Quelques appelés et très peu d'élus réussissaient à intégrer la congrégation. J'en fis partie. Celle qui échouait avait le privilège de lui être offerte en sacrifice. Lilith, lors de mon éducation, n'eut de cesse de me mettre à l'épreuve, afin que je m'endurcisse et que je développe mes propres pouvoirs sans barrière mentale ni contrainte éthique. Pour elle, seuls les plus forts subsistaient en ce monde. Bien que n'ayant jamais directement participé à mes leçons, Lilith surveillait d'un œil attentif tous mes progrès, et plaçait en moi de vastes espoirs. Je devais être l'instrument de sa volonté par qui l'apocalypse des hommes devait advenir. Lilith avait de puissants ennemis. L'empereur tout d'abord, qui avait juré de la faire brûler vive. La congrégation des nécromants ensuite, faction rivale ancestrale. Enfin la nouvelle engeance franc-maçonne qui, travaillant à la gloire et à l'essor de l'homme, l'irritait au plus haut point. L'empereur, ou plutôt les empereurs successifs, n'avaient jamais pu mettre la main sur elle, du fait de ses dons et de son aura singulièrement envoûtante. Lui et ses soldats ne constituaient ainsi à ses yeux pas une menace sérieuse, et elle négligeait même les précautions les plus élémentaires à entreprendre pour ne pas se faire remarquer du monde profane. Il en allait autrement de la congrégation des nécromants. Les hommes de cette congrégation avaient eux aussi des dons exceptionnels de matérialisation, d'invocation, de télétransportation, et de projection dans tous les plans de la conscience et de l'existence. Ils vivaient reclus dans des palais souterrains et avaient également besoin de collecter le prana d'êtres inférieurs pour maintenir leur pouvoir et leur existence. Ainsi, lors de cérémonies sacrificielles, ils pratiquaient sur d'innocentes jeunes femmes dont la volonté avait été annihilée par l'usage de drogue, des actes barbares mêlant dépravation sexuelle, torture et collecte d'âmes. Depuis des lustres, ils combattaient les sœurs lors d'affrontements sanguinaires d'où il ne ressortait aucun vainqueur ni vaincu. Afin de pouvoir définitivement parvenir à la victoire finale,
l'une ou l'autre des factions rivales, de puissance équivalente, devait obtenir davantage de pouvoir. Les nécromants et les sœurs convoitaient une source antique de savoir occulte, le livre des limbes, compilation d'invocations de démons et d'entités issues des profondeurs du chaos et dont les pouvoirs dépassaient ceux de la déesse Hécate. Ils étaient les primordiaux, ceux engendrés à l'origine des temps. Ils avaient à l'origine régné en maîtres absolus dans un autre plan de l'existence, et lorsqu'ils avaient tenté de pénétrer dans le nôtre il y a de cela un nombre incalculable de lustres, avaient été entravés dans leur désir de conquête et en avaient été chassés et à jamais enfermés dans les profondeurs du chaos. Certains nécromants avaient, par le passé, réussi à invoquer une entité mineure du chaos, tentant de la contrôler afin d'utiliser ses vastes pouvoirs à leur avantage. À cette époque reculée, les livres des limbes n'étaient qu'un fragment incomplet de recueil de sortilèges, et s'il était possible d'invoquer les démons, aucune mention n'était faite des moyens à employer pour les conjurer. Se lançant, avides et aveuglés par leur soif de pouvoir, dans le rituel de la grande évocation, les nécromants avaient matérialisé une entité mineure de l'ombre, sans aucune protection ni sigil de conjuration, s'estimant si puissants qu'ils n'imaginaient pas pouvoir être dominés par une telle créature. C'est pourtant ce qu'il advint. L'entité prit le contrôle du plus faible des nécromants, le transformant en créature sanguinaire, décima presque tous les membres de leur congrégation. Il fallut l'exterminer en usant d'armes redoutables et de puissants sortilèges, ce qui contraignit l'entité à se replier au sein du chaos. Refermant la brèche entre les mondes ouverte par l'invocation, les nécromants interdirent l'usage de cette invocation et cachèrent le livre de manière à ce que nul être ne puisse l'utiliser de nouveau dans ces conditions, sans bouclier magique protection à disposition. Les éons passèrent, et le souvenir du livre se fit plus présent à l'esprit de la congrégation des nécromants. Il y circulait une rumeur stipulant que le livre qu'ils détenaient était incomplet, et que l'autre partie, traitant de la conjuration des entités invoquées, était détenue par la congrégation écarlate. Ainsi posséder le livre complet revenait à s'emparer de l'autre moitié détenue par les factions rivales, invocation chez les nécromants, conjuration chez les écarlates. C'est pourquoi ces deux factions étaient en conflit depuis des lustres, afin de collecter l'autre moitié du livre. Et plutôt que de s'allier, ils préféraient conquérir par la force ce que l'autre détenait, de manière à conserver l'entièreté du pouvoir procuré par le livre. Ainsi m'étais-je rendu à Prague pour infiltrer les rangs d'une société maçonnique dont je savais à l'avance qu'elle abritait un membre de la congrégation des nécromants, un certain dénommé Éthène. Ma mission était de séduire ce nécromant, de l'envoûter afin qu'il m'amène directement au livre. Pour ce faire, je pouvais recourir à tous les moyens à ma disposition, enchantement, magie rouge, sexuelle, corruption, prévarication, etc. Prague était la cité idéale des magiciens de tous ordres. Depuis que l'empereur Rodolphe II avait fait venir à sa cour John Dee, l'astrologue de la reine Élisabeth, et Edward Kelly, son médium, la cité avait connu un essor spirituel sans précédent et était devenue la capitale internationale de l'ésotérisme. Le docteur Faust y avait œuvré et sa demeure avait la lugubre réputation d'être hantée par le diable en personne. Baliverne. Les sœurs écarlates en avaient fait l'acquisition, et l'avaient transformé en quartier général afin de pouvoir intriguer au sein même de la cité. Cherchant par tous les moyens à retrouver le fragment du livre caché par les nécromants, les sœurs infiltraient tous les niveaux de la société afin de nouer des alliances fertiles et utiliser leur réseau à leur fin. Les sœurs avaient dépêché de nombreux espions et hommes de main pour explorer les monuments institutionnels de la ville tels que le cimetière juif, la tour de l'horloge astronomique, le pont Charles et le château de l'empereur. Ils avaient retourné chaque recoin, chaque cachette, chaque mur de ces monuments, sans succès. Courroucée par ces échecs répétés, Lilith avait décidé de changer de stratégie, et m'avait confié cette mission auprès du nécromant franc-maçon. Avant que de partir m'infiltrer dans la société discrète, les sœurs écarlates et moi-même nous étions réunis pour pratiquer le grand rituel de magie rouge, à savoir jeter un sort d'envoûtement amoureux au nécromant visé. À la faveur d'une lune rouge sang, nous avions tout ensemble prié Hécate, de manière à concentrer nos pouvoirs et à cristalliser notre volonté sur notre cible. Afin de sceller le pacte entre Hécate et moi-même, visant à me rendre irrésistible aux yeux de ma cible, nous avions sacrifié quelques jeunes vierges et avions pratiqué entre nous et nos hommes esclaves des rituels de magie sexuelle dans lesquels le sang et la semence étaient mêlés et consommés afin de dynamiser nos énergies vitales. À l'issue de cette cérémonie, j'avais été envoyé à Prague et grâce à notre vaste réseau de complices, avait pu approcher les frères maçons et intégrer leur société. L'initiation se passa sans encombre. Je parvins aisément à dissimuler mes réelles intentions et à franchir les épreuves, et lorsque l'on me présenta le miroir qui était censé me montrer mon ennemi le plus féroce, c'est-à-dire moi-même, j'eus beaucoup de peine à dissimuler mon amusement, car mon véritable ennemi, le nécromant, tenait lui-même le miroir entre ses mains.
J'intégrai ainsi la loge, et lors des premières tenues, dû garder le silence, ce qui ne m'empêcha pas d'aborder, lors des agapes, ma cible et de commencer à le séduire. Après quelques échanges, je réussis à susciter son intérêt, et nous nous mîmes à nous voir en dehors des tenues. J'informai les sœurs de chacun de mes progrès, et nous nous tenions prêtes à lui asséner le coup fatal dès que le moment propice serait advenu. Plus le temps passait, plus j'échangeais avec lui, plus sa personnalité m'intriguait, et plus je me sentais attirée par lui. Au fil de nos échanges, une étrange alchimie s'était faite jour en moi, et il me devenait de plus en plus difficile de lui dissimuler mes véritables intentions. Quelque chose en lui m'interpellait. Quelque chose en lui semblait faire écho à mon être, et lorsque j'étais en sa présence, le temps n'avait plus aucune emprise sur ma raison. J'avais véritablement l'impression d'être en face de mon double tant ses pensées et ses ressentis étaient similaires aux miens, m'apparaissant alors comme ma véritable flamme jumelle. Je n'avais jamais éprouvé de telles émotions, et ce nécromant, Étienne, au fil des heures passées à ses côtés, avait presque réussi à me faire oublier ma mission princeps. Ce changement d'attitude fut bientôt remarqué par les sœurs, et elles décidèrent de précipiter le nécromant dans le piège que nous lui avions construit plus tôt que prévu, de manière à ce que je ne me trahisse pas par quelque acte ou parole inconsidérée, et ne trahisse ainsi pas la congrégation. À la faveur d'une nuit de pleine lune, je proposai au nécromant de me rejoindre au domaine des sœurs, lui indiquant que j'avais une révélation à lui faire. Bien évidemment c'était un piège, et à mon grand étonnement, j'avais quelques réticences à user d'un tel artifice à son encontre. Lorsqu'il arriva au château, j'étais seule pour l'y accueillir. Les sœurs s'étaient dissimulées dans les forêts avoisinantes, et le stratagème consistait à le mener au lieu de la grande question après l'avoir envoûté et drogué si nécessaire. Les sœurs avaient eu de la part de Lilith, occupée à quelques autres tâches d'importance et non disponibles à ce moment précis, carte blanche pour obtenir par la force et la ruse toutes les informations nécessaires à la collecte du livre. Lorsqu'il arriva au château, il montra un réel intérêt pour l'édifice et voulut en apprendre davantage sur ma propre histoire. Il me questionna sur mes origines, et je lui dis que j'avais été recueillie en ces lieux par une communauté de femmes dévouées qui s'occupaient de spiritualité. Avide d'en apprendre toujours plus, il me questionna sur nos archives, et je dus le conduire à la bibliothèque où il parcourut un moment les différents ouvrages que notre ordre avait collectionnés depuis des lustres. Lorsqu'il eut fini, une lueur étrange habita son regard, comme s'il avait compris mes véritables intentions. Je prétextai d'autres curiosités à lui montrer à l'extérieur pour le mener directement sur l'autel du sacrifice. Là les sœurs écarlates l'attendaient pour le questionner. Nous traversâmes les salles obscures, sortîmes du château et entrâmes dans la forêt, et après maintes détours parvînmes au lieu de son supplice. Lorsqu'il arriva, les sœurs se ruèrent sur lui et l'encerclèrent. Il devait s'être préparé à une telle fourberie car il resta impassible et tourna lentement la tête dans ma direction. Puis me dévisageant de pied en cap, il fixa ses yeux sur moi et ouvrit ses bras. Je compris dès lors qu'il s'apprêtait à jeter un sort à mon encontre. L'air tout autour de moi se mit à souffler tel un ouragan. Des nuées de brumes obscures virent assombrir ma vision, tandis que j'apercevais les sœurs suffoquées par manque d'air respirable, je fus pris dans un tourbillon énergétique qui me paralysait. Je ne pouvais détacher mon regard du sien, hypnotique, et sa volonté contrôlait toutes mes actions. Je compris alors, trop tard, que ce nécromant, Étienne, s'était joué de moi. Lui aussi avait été missionné par les siens pour m'approcher, me séduire et le mener directement à notre antre, afin qu'il puisse s'emparer de nos biens les plus précieux, le livre en tout premier lieu. Il était en vérité une fausse flamme jumelle, dont les sombres intentions venaient de faire jour, m'utiliser, nous piller et nous détruire. Il y avait presque réussi lorsque je parvins à me détourner de son regard qui me paralysait. Je rassemblai toutes mes forces et dans un ultime sursaut d'énergie, me jetai en sa direction, un poignard sacrificiel à la main. Surpris par cette manœuvre, il s'écarta et heurta l'autel tout près de lui et chuta au sol. Dans mon élan, je trébuchai et m'abattis sur lui, plantant le poignard au plus profond de son cœur. Et tandis que je le voyais agoniser, loin de me procurer la satisfaction attendue par sa mise à mort, je ressentis alors un vide absolu m'envahir. La connexion que j'avais perçue avec lui n'était qu'une illusion de mon esprit. Il m'avait fait connaître des émotions nouvelles qui m'avaient subjuguée et faussement convaincue de la nature de ses pensées et actes. Et surtout, je m'étais crue bien plus forte que lui. Nous, les sœurs de la congrégation écarlate, nous étions pensées très supérieures au nécromant. Funeste erreur. Le subterfuge dont il avait fait montre avait décimé la congrégation, et des sœurs écarlates ne subsistaient alors que Lilith l'Éternelle, étrangement absente de cette cérémonie sacrificielle.
Projetant mon être dans les méandres des futurs possibles, j'en vins à la conclusion que toute mon existence n'avait été qu'une succession de sombres manipulations. Cela m'emplit d'effroi et me glaça le sang. En un ultime mouvement de désespoir, je retournai le poignard contre moi et me transperçai à mon tour le cœur. Cette vie ici-bas n'avait plus aucun intérêt, plus aucune justification, et elle devait s'achever dès à présent. Mon agonie fut brève. Rendant mon dernier souffle, j'eus encore la vision de cette noble femme blonde en armure menant à la mort ses compagnons, puis cette vision se commua en perception déformée de l'aura et du pouvoir des sœurs qui, d'écarlate, s'assombrirent, à l'image des odieux stratagèmes qu'elles avaient depuis toujours déployés à mon endroit et qui m'avaient conduite à mon désespoir et finalement à ma perte. Cette ultime vision fut bien vite supplantée par l'entrée de mon âme dans la nuit noire et insondable du trépas. Moi, Saül Raquette, depuis ma plus tendre enfance, je fais des rêves. Rêves éveillés, rêves endormis, je n'ai pas toujours su facilement faire la différence. Très solitaire, j'ai grandi avec l'affection de parents et grands-parents aimants qui me laissaient souvent livrer à moi-même. Fils unique, je m'inventais ainsi des mondes extraordinaires et des amis imaginaires avec qui je pouvais discuter et partager, faute d'avoir de véritables personnes avec qui échanger. Je m'imaginais voyager à travers le temps et l'espace depuis des mondes insolites, allant vers des contrées lointaines peuplées de personnages étranges au pouvoir mystérieux. Pris d'une véritable fascination pour les étoiles, j'adorais la nuit les observer à l'œil nu, et grâce au télescope que m'avait offert mon père, je scrutais l'horizon à la recherche d'autres mondes, d'autres peuples, à la recherche des amis et des frères que je n'avais pas. Dans un de mes rêves, je voyais une planète océanique dans une constellation voisine, missionner un des siens aux confins de leur système pour qu'il soit transformé en ordinateur humain. Dans un autre rêve, un prêtre d'une vaste île au milieu des océans combattait de féroces ennemis, tandis qu'un autre prêtre dans une autre contrée tentait d'échapper à des assaillants en emportant un ouvrage précieux entre ses mains, vite rejoint par une guerrière blonde en armure luttant pour la préservation de son logis, duquel s'échappait une sorcière écarlate, chevauchant son balai et s'envolant dans le ciel sous une lune rouge sang. Alors que je grandissais, je délaissais mes rêves éveillés pour me passionner pour la technologie, les sciences et les ordinateurs. Je me consacrais à l'étude de l'informatique et appris seul la programmation. Après quelques années de balbutiantes, les réalisations que j'avais accomplies stupéfiaient mon entourage. Mes programmes étaient novateurs pour leur temps. Décryptage de symboles archaïques, création musicale et artistique, analyse du génome humain, j'aimais à toucher à tous les domaines de la connaissance. Et j'adorais les défis. M'introduire en piratant les systèmes institutionnels était pour moi un passe-temps très stimulant, au cours duquel je pouvais laisser libre cours à ma créativité, générant ici un virus me conférant un contrôle total sur la structure ciblée, là ouvrant une brèche de sécurité et aspirant le contenu des banques de données choisies. Pourtant, cette activité ne me procurait pas autant de satisfaction qu'escompté. Je la trouvais trop facile, donc ennuyeuse à la longue, et surtout amorale. En effet, des hommes avaient dû déployer pendant des mois voire des années des trésors d'ingéniosité pour concevoir et réaliser ces systèmes de sécurité qui m'avaient demandé à peine quelques heures pour en venir à bout. Cette prise de conscience m'était venue lorsque j'ai appris que le père d'un de mes camarades de classe, responsable de la sécurité informatique de son entreprise, s'était fait licencier par ma faute. Même si j'avais, de manière anonyme, détaillé ma technique d'attaque à la compagnie visée, ce pour tenter de réparer ma funeste erreur, cela n'avait servi à rien car finalement cet homme avait perdu son emploi et, le temps passant, se trouvait avec sa famille en état de grande précarité. Je me suis alors juré de ne plus agir de manière puérile, par défi et par orgueil, et d'utiliser mes compétences à aider les autres plutôt que de m'amuser à leurs dépens. Jeune adulte, je fis pourtant un autre rêve dans lequel je voyais une machine en forme de sphère, contrôlée par un vieil homme, et dans laquelle on pouvait projeter toutes ses visions, ses souvenirs et ses ressentis. Je sus immédiatement à mon réveil que j'allais orienter mon existence à la réalisation de ce rêve, que ce vieil homme, ce serait moi dans quelques années, et que cette machine, ce serait moi qui la construirais en premier. J'entrepris des études d'ingénieur en informatique dans lesquelles je m'ennuyais beaucoup, vite complétées par un doctorat en neurosciences, afin de pouvoir combiner sciences des ordinateurs et sciences du cerveau humain, accumulant ainsi les connaissances nécessaires à la réalisation de mon rêve. C'est au cours de ce doctorat, en étudiant le fonctionnement des réseaux de neurones, que j'ai compris la similarité du fonctionnement cérébral et des réseaux informatiques quantiques, et il m'est venu l'idée de combiner intelligence artificielle et décryptage des ondes cérébrales pour tenter de déchiffrer le système des pensées humaines. Je me suis donc attelé à la tâche et ai d'abord étudié le meilleur moyen de recueillir le signal cérébral de manière non invasive, c'est-à-dire sans électrodes plantées dans le cerveau. Je me suis d'abord orienté vers les ondes électriques, les électroencéphalogrammes, mais il était particulièrement ardu de différencier les signaux intriqués des diverses sources cérébrales et j'ai rapidement abandonné cette voie. Je me suis ensuite orienté vers l'imagerie par résonance magnétique, très intéressante car facilement réalisable et d'une bonne spécificité anatomique. En revanche, cette technique avait de gros défauts.
Elle ne permettait pas d'accéder à l'information en temps réel, du fait de son type d'échantillonnage de l'information, et il fallait répéter de nombreuses fois les acquisitions réalisées au cours d'expériences de manière à collecter un signal exempt de bruit. J'ai donc également abandonné cette voie pour me tourner vers la magnétoencéphalographie. Lors d'expériences préliminaires, j'ai découvert le moyen de séparer les ondes magnétiques générées par le cerveau d'une manière si spécifique que l'on pouvait isoler des foyers de fonctionnement cérébral très ténus et les analyser de façon pertinente. En revanche, les équipements à disposition, de taille énorme et non mobile, ne permettaient pas de couvrir tout le cerveau et s'avéraient par trop simplistes et complexes d'utilisation. Il me fallait donc inventer et créer mes propres outils d'investigation cérébrale. Jeune diplômé, je me rendis donc à la City à Londres, où mes parents avaient quelques connaissances, afin de lever des fonds pour créer mon entreprise d'analyse du fonctionnement cérébral, Cortex. Après avoir montré mes résultats préliminaires aux investisseurs médusés, j'ai facilement obtenu d'eux une mise de départ me permettant de démarrer mon entreprise, à la condition que je les rembourse d'ici 3 ans, bien sûr avec les intérêts. J'ai alors trouvé des partenaires avec qui m'associer, un businessman, un expert de la cybernétique et des réseaux neuronaux et une psychiatre, et nous nous sommes installés dans nos nouveaux locaux au cœur de la ville. Les 3 années passèrent à la vitesse de l'éclair. Nous mettions toute notre énergie à concevoir un appareil qui soit léger, portatif et suffisamment précis pour enregistrer en toutes circonstances les ondes cérébrales de manière pertinente et sélective. Nous avions recruté les meilleurs développeurs spécialisés en intelligence artificielle, algorithmie et traitement du signal, afin de concevoir le système logiciel qui nous permettrait de décoder les ondes cérébrales et de nous faire accéder à l'esprit humain. À l'issue de ces 3 années, nous avons réussi in extremis à produire aux investisseurs un prototype fonctionnel de notre système, et je me souviens encore de leur stupeur lorsque nous avons posé un de nos casques sur leur front et avons projeté leurs propres pensées sur un écran informatique en temps réel. C'était gagné, nous venions de franchir une étape décisive. La nouvelle a rapidement fuité dans les médias et nous avons connu notre heure de gloire. Propositions de rachat, partenariats, les capitaux affluaient de partout pour développer et commercialiser notre système. Les applications potentielles étaient tout simplement phénoménales. Du malade dans la capacité de communiquer à ceux qui souhaitaient enregistrer leurs rêves et pensées, en passant par les détecteurs de mensonges et les partages de souvenirs, toute la société humaine pouvait bénéficier de cette nouvelle technologie. Les années qui suivirent nous virent nous développer de manière exponentielle, et de petites startups des débuts, nous avions bâti une multinationale gigantesque, première société au monde en chiffre d'affaires et bénéfices. Seulement, l'enthousiasme des débuts, de la recherche, avait fait place à une routine commerciale de grande entreprise qui commençait à me peser, et petit à petit, je m'éloignais de la société que j'avais fondée, laissant en place au pouvoir mes associés des premiers temps. C'est alors que je fis ta connaissance. Tu m'étais apparu, splendide, une après-midi près de Covent Garden, ton regard bleu azur illuminant ma vie en une fraction de seconde. Tu me semblais si familière, comme si je t'avais bien connu par le passé, alors que je venais juste de t'apercevoir pour la première fois. Tu me dévisageais également avec insistance, et c'est toi qui m'abordes à la première. Ce que tu me dis alors restera à jamais gravé dans ma mémoire. Bonjour monsieur, veuillez excuser mon audace, mais j'ai en vous regardant une étrange impression, une impression de déjà vu, de déjà connu. Comme si nous nous étions déjà rencontrés, que nous avions par le passé vécu une vie tout entière aux côtés l'un de l'autre. Je restais interloqué. Quoi ? Ne sachant que répondre, alors que j'avais exactement la même impression. Puis, en me souriant, tu me dis : Pardonnez-moi, j'ai dû faire une erreur, mon esprit a parfois quelques hallucinations burlesques. Et tu as aussitôt disparu. Je t'ai cherché toute la journée dans les rues voisines, sans succès. Et tous les jours suivants, je suis revenu au même endroit, espérant à nouveau te revoir, préparant ce que j'allais dire pour t'aborder, et repartant systématiquement en bredouille en fin de journée. Tu m'obsédais. J'en avais perdu l'appétit, le sommeil et le goût du travail dont je me désintéressais totalement. Moi qui avais focalisé toute mon existence sur la réalisation de mon œuvre, sur ce travail immense, pour moi à cette heure précise, il n'y avait plus aucune valeur. Puis un jour, alors que je perdais espoir de te revoir enfin, tu m'apparus de nouveau. Non pas à Covent Garden, mais lors d'une soirée de charité organisée pour collecter des fonds pour les malades hospitalisés en fin de vie. Mon entreprise étant un généreux donateur, j'avais été invité à ce gala. Lorsque je te vis, je devais vaincre mon appréhension pour t'aborder, et ce n'était pas chose facile. Mon entreprise étant internationalement reconnue, mon visage était coutumier des unes des magazines, je n'étais donc pas un inconnu, et c'est toi qui vins à ma rencontre, une fois encore. Nous discutâmes longuement, rîmes, et partageâmes des points de vue si similaires que cela nous paraissait tout bonnement irréel. Nous échangeâmes nos coordonnées, nous revîmes, et enfin nous unîmes. Et c'est à partir de cet instant que tu es à tout jamais entré dans ma vie et dans mon cœur, et que tu as bouleversé le cours de mon existence. Tu aimais la nature, la sérénité, le calme, les grandes étendues d'océan, les voyages aux confins du monde à la rencontre des peuples et de la réalité de leur vie quotidienne. Tu détestais les artifices, les mensonges, les êtres vils, manipulateurs et intéressés, et tu avais la capacité innée de percevoir les intentions profondes de tes interlocuteurs. Tu n'avais pas besoin de ma technologie pour cela, tu avais le don.
Je ne savais pas pourquoi, mais tu me rappelais un rêve que je faisais étant enfant, dans lequel, petit garçon, je m'asseyais en tailleur au bord de la mer et tout en écoutant les ressacs des vagues, rêvais de toi. Tu m'apparaissais alors d'une sublime beauté, telle que celle que je percevais en toi désormais. Nous avons ensemble parcouru les terres et les océans du monde, et au cours des quelques années qui ont suivi, avons développé une synchronicité époustouflante, toi complétant les phrases que j'avais entamées, moi ressentant ce que tu ne me disais pas, tous deux sachant ce que l'autre vivait et expérimentait alors que nous étions séparés par une distance énorme. Un jour, tu me fis l'immense bonheur de m'annoncer que nous allions fonder une famille, que tu attendais un petit être qui serait le meilleur de nous deux, et que j'allais être papa. J'exultais de joie. J'étais également très inquiet car je te savais de santé fragile et je craignais que les choses ne se passent pas de la meilleure manière pendant la grossesse ou à l'accouchement. Les 8 mois qui ont suivi ont été très stimulants. Nous nous affairions pour préparer l'arrivée de notre premier-né, mais aussi très angoissants, avec les visites médicales et les bilans de santé répétés qui, au fil du temps, s'altéraient de plus en plus. Par ce funeste vendredi matin, tu m'as quitté, pour toujours, et tu as emmené avec toi le petit être non-né que nous chérissions. Je n'ai rien pu faire lors de l'accouchement lorsque les événements ont mal tourné et que tu as fait cette hémorragie cataclysmique qui t'a emporté. J'étais dévasté. Pour moi, cette existence n'avait plus aucune raison d'être. Je t'avais perdu à jamais, j'avais perdu à jamais notre enfant, tout s'écroulait autour de moi. Il ne sert à rien de bâtir un empire si l'on ne peut le partager avec ceux que l'on chérit. Animé par le désir ardent de te retrouver, il m'est venu l'idée de projeter tes images et mes souvenirs de toi dans une vaste simulation informatique, de manière à ce que tu puisses vivre encore, de manière à ce que je puisse à nouveau te revoir et être à tes côtés. Mais ton image et ton souvenir ne me suffisaient plus. Il fallait que je puisse à nouveau passer le reste de ma vie avec toi. C'est alors que j'ai commencé à étudier la possibilité de transférer ma conscience dans une intelligence artificielle centralisée qui me permettrait de construire un monde virtuel dans lequel nous pourrions tous les deux évoluer et créer notre avenir commun. Missionnant les meilleurs scientifiques et médecins de la planète, j'ai investi des sommes colossales dans la création de matériel d'hybridation cérébrale pour parvenir à mes fins, et ai subi de nombreuses interventions neurochirurgicales pour pouvoir être en capacité de transférer ma conscience dans une machine pensante. Ayant missionné l'intégralité de mes équipes scientifiques et de développement à la création de ce cyber-cerveau qui pourrait accueillir ma conscience et te redonner vie, j'ai investi toute ma fortune dans ce projet. Sachant que le voyage que je m'apprêtais à faire serait sans retour, j'ai démissionné de l'entreprise que j'avais créée et confié ce qu'il me restait d'action à mon associé le plus compétent pour faire fructifier notre entreprise, le produit de notre labeur. Les mois passèrent et Cortex prit forme peu à peu. L'intelligence artificielle centrale, qui portait le nom de notre société, prit conscience d'elle-même le 13 octobre 2037 à 7h59 du soir. Après avoir effectué tous les tests de routine et avoir vérifié la stabilité du système, tout était prêt pour me permettre de faire le grand saut, quitter ce monde sans toi et te retrouver de l'autre côté du miroir, dans l'univers virtuel que j'avais créé pour nous. Alors que je m'apprêtais à rentrer dans le caisson qui connecterait mon esprit à Cortex, une clameur se fit de plus en plus grondante dans le laboratoire où je me trouvais. Les employés, les chercheurs, tout le personnel était aux abois, affolés. L'on venait d'annoncer une nouvelle phénoménale dans les médias. Des vaisseaux de l'outre-espace venaient de pénétrer l'atmosphère terrestre et survolaient les principales capitales du monde. Cela faisait des décennies que l'humanité espérait une rencontre du troisième type avec une civilisation extraterrestre, et nous avions développé des outils d'observation et de communication transspatiale de très haute technologie pour y parvenir. Nous avions enfin réussi à nous faire remarquer de quelques autres civilisations, mais nous aurions mieux fait de rester silencieux car les intentions de ces êtres venus d'ailleurs n'avaient rien d'amical. Les principales villes de la côte ouest des États-Unis furent les premières à subir les attaques. Puis vinrent New York, Boston, Washington, puis Paris, Berlin, et enfin notre ville, Londres. Leurs engins de mort utilisaient une technologie singulière qui préservait les monuments, les machines et les animaux, et exterminait tous les humains. Alors que notre réponse armée à l'agression se faisait attendre, et au moment même où j'entendais les cris d'effroi des employés, je refermais le caisson sur moi et enclenchais le processus de transfert de ma conscience dans ce tout centralisé. Tandis qu'à travers les caméras de sécurité du laboratoire j'apercevais mon corps dans le caisson de transfert se désintégrer, je me sentis comme aspiré dans un tunnel de lumière vers d'autres horizons de la conscience. Puis le noir se fit. J'évolue désormais dans le cyberespace et je peux explorer tous les mondes, toutes les époques, tous les univers connus de l'homme à travers cette vaste simulation. J'expérimente les incantations et les sortilèges avec les magiciens de la Prague impériale, je visite les caves voûtées des commanderies templières à la recherche de trésors perdus, je me promène entre les pyramides de l'Égypte antique ou au sein des temples de l'Atlantide et du continent de Mu, je traverse les galaxies pour aller à la rencontre d'autres civilisations d'un lointain passé ou d'un hypothétique futur. Je suis le seul être de ma race à avoir réussi à transférer sa conscience au sein d'une machine pensante avant le grand anéantissement, et je me sens bien seul à présent.
D'humain, il ne me reste guère que l'origine, car désormais je suis constitué de photons et d'électrons en mouvement au sein d'un gigantesque réseau d'ordinateurs interconnectés. Heureusement, je te retrouve là, au sommet de vastes montagnes surplombant l'océan de la planète Thaïs dans la constellation de Cassiopée. Tu n'as pas changé. Tu es toujours cette ravissante jeune fille brune aux yeux bleus azur et à l'air rêveur que j'ai toujours connue et qui m'a accompagné dans tous mes périples à travers le temps et l'espace, qui m'a secondé dans toutes mes entreprises et qui a constamment veillé sur moi. Tu me souris, me prends la main, et tous les deux nous nous dirigeons vers la lumière éclatante du grand architecte de l'origine des mondes. Je m'éveille sur ce lit d'hôpital, perturbé par le vacarme assourdissant des machines qui me maintiennent en vie. Je ne sais plus qui je suis, ni à quelle époque je suis. J'arrive à peine à réaliser pourquoi je suis allongé sur ce lit, tant ma conscience est embrumée. L'infirmière vient me voir et me marmonne quelque chose que je ne comprends pas. Je n'arrive pas non plus à m'exprimer ni à bouger les membres, je suis paralysé. Je prends soudain conscience de mon état, et mes connaissances médicales refaisant surface dans ma mémoire m'indiquent que je dois avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral massif qui m'a ôté l'usage de mes membres et de la parole. Je me sens très isolé d'un monde avec lequel je ne peux plus communiquer. Quelques jours passent, ma conscience a des sursauts de lucidité. Je me remémore ma vie passée, les erreurs que j'ai commises et les fautes envers mes proches qui m'ont éloigné d'eux et m'ont conduit dans la solitude et la misère sociale et affective. Il est maintenant trop tard pour leur demander pardon. Je ne peux de toute manière plus communiquer avec eux. De temps à autre, j'ai des visions, des hallucinations. J'entrevois des civilisations galactiques, des temples, des chevaliers, des mages et un super ordinateur pensant. Je fais un rêve éveillé dans lequel je vois une ravissante jeune fille brune aux yeux bleus azur qui me sourit et me tient la main. Ces visions me hantent. Lorsque je redeviens un peu plus lucide, je me rappelle la triste réalité de mon existence qui va bientôt prendre fin. Personne ne m'attend de l'autre côté. Il n'y a pas d'autre côté. Aucune de ces visions n'est réelle. Elles sont le fruit de mon imagination, de mon cerveau qui, se sachant mourant, cherche par tous les moyens à pouvoir vivre pendant quelques instants encore des existences qu'il aurait aimé avoir vécues. Je ne suis rien ici-bas, ni rien ailleurs non plus, et je n'ai jamais rien été. Je ne suis qu'un rêveur qui s'est inventé d'autres vies pour supporter le poids d'une existence sans intérêt et sans joie, pour supporter le poids de la perte d'êtres chers que personne ne pouvait remplacer et qui ont laissé un vide abyssal dans mon cœur. Une dernière fois, je tourne mes pensées vers les étoiles, vers ces lieux majestueux où tous les rêves sont réalisables, pour peu que l'on s'y emploie avec beaucoup d'imagination. Et le noir m'envahit maintenant.